Salut à tous, alors aujourd'hui vous allez avoir droit à une vidéo un petit peu spéciale qui est en partenariat avec Groupama. Je ne sais pas si vous savez, mais Groupama en ce moment fait le tour des agri-youtubeurs pour montrer la diversité des modes de production, la diversité des régions, la diversité des projets qu'on a en agriculture. Et donc j'ai le grand plaisir aujourd'hui d'accueillir Cerise Bonjour, de Groupama. bonjour. Enchanté, comment vas-tu? Très bien, merci de m'accueillir Ben, chez toi. c'est un vrai plaisir. Et donc qu'est-ce qui t'a amené pour me voir? Bah, écoute, tu es le quatrième agri-youtubeur que je Hmm. rencontre et on n'avait pas encore rencontré d'éleveurs de vaches laitières. Ouais. Et donc voilà, j'ai plein de questions à te poser. Eh ben, c'est parti, je suis là pour y répondre. Voilà, Et donc toi, tu as combien de vaches? Et ben aujourd'hui, j'élève 60 vaches laitières qui vont chaque jour à la traite. Mhm. Et en plus, j'élève les futures vaches, les génisses. Il y en a une cinquantaine, ce qui fait à peu près 110-120 animaux à demeure sur la ferme. Et je me rends pas trop compte, c'est une petite ou une grande exploitation? Alors c'est une exploitation typiquement moyenne de la France. La moyenne française en nombre de vaches, c'est 65 vaches laitières, D'accord. avec souvent un petit peu moins dans les zones de montagne, des plus petites fermes, et des plus grosses fermes dans les zones de plaine, voilà, parce que les troupeaux ont grossi. D'accord. Et alors là, on est dans un de tes champs Oui. et je ne vois pas de vaches. Pour quelle raison? Enfin, tu les mets pas. Pourquoi tu les mets pas ici, par exemple? Et ben en fait, elles étaient ici la semaine dernière. Et je D'accord. vais t'expliquer le pâturage. Le pâturage, c'est un moyen technique. Ça demande une technique particulière d'exploitation de l'herbe. Et je vais te montrer, on va poser la caméra et on va les regarder. Allez. Alors tu vois, les vaches, elles étaient ici la semaine dernière. Et elles ont coupé l'herbe à peu près à cette hauteur-là. Et Mhm. en 4-5 jours, l'herbe, elle a déjà poussé de ça. Et c'est une herbe qui est très bonne, mais en fait, elle est trop petite pour être pâturée. Il faut laisser le temps à l'herbe de repousser. Il faut lui laisser 3 semaines environ de temps pour repousser, pour revenir à un bon stade et être suffisamment résistante pour être mangée par les vaches. Bon, d'accord. Et donc en fait, moi j'ai plusieurs prairies, Mhm. j'en ai 5 en tout, où les vaches elles tournent. Et dans celle-là, elles vont rester 6 jours, dans celle-là, elles vont rester 3 jours, dans celle-là. Et je leur donne un petit carré d'herbe nouveau par jour. D'accord. Ça, elles sont motivées pour venir manger. Ouais. Et après, je laisse la prairie, une fois qu'elles ont mangé, je laisse la prairie tranquille, le temps qu'elle se refasse, qu'elle leur arrive au bon stade de pâturage. Et c'est comme ça qu'on aboutit à une bonne production d'herbe et à une bonne production de lait De derrière. lait, forcément. Voilà. D'accord. Et tes vaches, tu les sors tous les jours? Alors les vaches, elles sortent quasiment tous les jours du mois de mars jusqu'au mois d'octobre, D'accord. sauf quand il fait trop sec ou l'herbe ne pousse pas. Sauf quand il fait trop chaud, parce qu'il faut savoir que les vaches, elles souffrent de la chaleur dès 25 degrés. Et donc quand il fait trop chaud, eh bien en fait je les rentre dans la stabulation, dans les tables, où elles sont à l'abri de la lumière, à l'abri de la chaleur. Et parfois, même quand il fait des grandes chaleurs, je mets aussi en place un système de brumisation pour les rafraîchir. Parce Oh. que voilà, c'est l'étable et tout le confort. Et donc en fait, si on veut résumer, les vaches, elles sont mieux dans une pâture à peu près 120 jours par an. D'accord. Et elles gardent toujours quand même une partie de leur nourriture à l'étable, notamment pour les fortes productrices où l'herbe ne suffit pas en fait pour les nourrir. D'accord. Ah oui, l'herbe ne suffit pas, ça veut dire que tu complètes avec d'autres nourritures quand tu les ramènes à l'étable. Exactement, on ira tout à l'heure et je te montrerai les compléments alimentaires qu'elles ont. Oui, d'accord. Donc en gros, leur rythme de vie, c'est le matin, tu les traites, Voilà, après tu les sors, exactement. elles mangent, Elles mangent et elles elles se dorment, reposent. elles se reposent, Ouais, et le soir, tu les rentres et de nouveau la traite. exactement, et puis elles restent Et elles restent à l'étable. toute la nuit à l'étable. Et une vache, pour parler de la traite, tu produis combien de litres de lait par vache? Alors une vache, elles vont produire entre 25 et 30 litres de lait en moyenne, et ça varie. Celles qui font le moins de lait en fin de lactation, elles vont faire 15 litres de lait, et celles qui D'accord. sont au début de lactation, elles peuvent monter jusqu'à 50 litres de lait par jour. D'accord. Ah, Ah ça oui, fait beaucoup, hein. c'est énorme. Mais vu qu'on parle de vaches, on va les voir, elles sont juste à Ah côté. bah oui. C'est parti. Ah oui, les voilà. Dis donc, elles sont belles. Les plus belles vaches du monde, c'est ça? C'est les plus belles vaches du monde vu que c'est les miennes. Et là, il y a plusieurs races. Ce sont lesquelles races? Enfin, les noires, par exemple, et les brunes. Voilà, en fait, on va aller les voir. Donc les grandes noires, c'est des vaches Holstein. Ouais. C'est donc une race qui est sélectionnée depuis plus de 200 ans sur la production laitière. Et c'est les championnes du monde de la production laitière.
D'accord. Voilà, c'est la race de vache la plus présente au monde. D'accord. Voilà. Je sais pas combien de millions de vaches de cette race-là il y a au monde. Et qui font beaucoup de lait. Ouais. Et à côté de ça, effectivement, j'ai des jersiaises comme Mirabelle qu'on a là. Elles sont belles. Elle est gentille comme tout. Et Pas encore familiarisée. On va faire bah non, bah, elle est connaissance. cool. Ah bah t'inquiète pas, globalement, si tu t'approches à moins de 2 mètres d'une vache, c'est qu'elle est en confiance. Hein. Il n'y a pas, Sinon, y a elles sont pas, y a pas de elles sont pas souci. peureuses, hein. Elles sont pas Ah non, bah, elle peureuses. est gentille comme tout. Ouais. Et donc les jersiaises, en Donc fait, oui, les c'est jersiaises. des vaches originaires de l'île de Jersey. D'accord. Et c'est des vaches qui sont plus petites, mais qui font moins de lait, mais un lait beaucoup plus riche. Et un lait avec une protéine qui est de meilleure qualité, qui nous fait plus de fromage avec un litre de lait de Jersiaises qu'avec un litre de lait de Holstein. Et c'est un choix de cumuler les deux races ou C'est une grande histoire familiale en fait ça. C'est juste avant que je reprenne la ferme, papa avait acheté un petit veau jersier, D'accord. une petite femelle, qui est devenue une vache, qui a fait des petits, qu'on fait des petits, qu'on fait des petits. Aujourd'hui, je me retrouve avec à peu près 10% du troupeau en race jersiaise. D'accord. Alors comment on fait pour s'approcher d'une vache? Tu t'approches doucement, ouais, en face, elle va te voir. Elle ne bouge plus, elle te regarde, elle essaye de savoir si t'es cool, si t'es... Voilà, et laisse-la venir. Hello. Hello. Elle regarde quand elle se lève, hop, Ah, elle s'étire. oui. Oui, c'est ça, grand. Et ça, c'est un signe de bonne santé. Une vache, quand elle se lève, qui ne s'étire pas, tu te dis, ah, il y a un petit quelque chose. Ah. Donc tu vas regarder, tu vas essayer d'analyser ce qu'il y a et savoir ce qui ne va pas. De toute façon, c'est de l'observation quotidienne. C'est énormément d'observations et puis des connaissances zootechniques. C'est pas pour rien qu'on va à l'école. Bien sûr. Et au niveau des vaches, tout passe quasiment par l'alimentation. Oui. Donc si elles étaient très motivées pour rentrer, c'était pour manger ça? Exactement, parce que là, elles ont à peu près un tiers de leur ration journalière en herbe. D'accord. Et les 2 tiers ici, où elles ont de l'ensilage de maïs. Donc le maïs qu'on a vu tout à l'heure dans ton champ, c'est toi qui transforme. Exactement, une fois qu'il est voilà, en septembre, quand il arrive à maturité, il est haché menu dans une grosse machine. Voilà. C'est très humide. C'est assez humide, c'est pour stimuler l'ingestion puis pour la préservation. D'accord. Et le maïs, en fait, il est très riche en énergie. Ok. Et donc, pour corriger cette énergie-là, en fait, il faut, parce qu'en fait, les vaches, elles ont besoin d'une ration très très équilibrée, à la fois en énergie et à la fois en protéines. Et le maïs, il y a trop d'énergie par rapport à la protéine, et il faut leur rajouter des tourteaux, par exemple des tourteaux de colza, pour équilibrer la ration, pour que à l'intérieur de la panse, ça tourne bien et que la vache fasse pas mal de lait. Donc elles ont du maïs, qui représente à peu près la moitié de la ration aujourd'hui. Et aussi un petit peu, c'est une plante que je cultive depuis 2 ans. C'est du seigle, c'est de l'enrubanage de seigle. C'est une plante que je cultive entre le blé qui est moissonné en août et le maïs qui est semé en avril. D'accord. Donc pendant 7 mois, la terre, en fait, elle servait à rien. Et là, je cultive du seigle qui sert aujourd'hui pour les vaches et qui demain servira pour les vaches et pour la méthanisation. Ah oui, dont on va parler après. Et en gros, juste pour terminer, les vaches, elles mangent tout le temps. Au niveau du rythme de vie Ouais. des vaches, elles mangent pendant 8 heures, D'accord. à peu près. Elles vivent leur vie, elles boivent, elles bougent, machin, pendant 4-5 heures par jour. Et elles restent couchées pendant 10, 11. Et quelquefois en hiver, quand elles sont que en bâtiment, qu'elles n'ont pas les trajets à faire, l'idéal ce serait qu'elles soient couchées 14 heures par jour. D'accord. Voilà, une vache en forme, c'est une vache qui se couche, qui se déplace bien, mais qui passe son temps à coucher et à ruminer, parce qu'une vache, elle passe au moins 8 heures par jour à ruminer, à mastiquer, parce que tu vois, elles avalent très très vite, Ouais. et après ça remonte, et elle remâche pour bien broyer et bien digérer la nourriture. Et donc, elles donnent très peu, mais elles passent beaucoup de temps à ruminer. Et tout à l'heure, tu parlais donc du seigle Oui, et de la méthanisation. ouais. Est-ce que tu peux me faire le lien entre le seigle et la méthanisation? Alors en fait, la méthanisation, est-ce que tu as une vague idée de ce que c'est? J'ai une vague idée. Mais Voilà, le fait de produire du gaz dans des gros digesteurs. avec des déchets organiques Voilà. et végétaux aussi. c'est ça. Exactement. Tu
tu mets dans un digesteur Exactement, un digesteur qui est Et- chauffé. qui est chauffé. De ça est créé du biogaz. Et le reste des déchets, c'est le digesteur que tu vas utiliser aussi. Voilà. Et puis le gaz, en fait, il va dans le Et le réseau gaz aussi, voilà, que de tu revends biométhane. après. Il va dans le réseau gaz naturel pour chauffer les maisons, pour voilà, tout ce qui est utilisation. Ça peut même servir de carburant pour les voitures. Et ici, donc on a un projet avec en tout on est 8 collègues agriculteurs. On Du se met coin. ensemble. On est 5 à cultiver des terres sur la commune, D'accord. et puis 3 de communes environnantes. Et vraiment, c'est avec des terres qui se touchent, vraiment un projet très local. Donc on est 8, ça fait 2 ans qu'on travaille à monter ce projet, on est dans la phase administrative là, en ce moment. Ouais. Et donc moi je vois beaucoup d'avantages pour la ferme, parce que en fait déjà je vais toutes les déjections des vaches, que ce soit le lisier des vaches ou le fumier des génisses, ça va partir dans le process de méthanisation. Et c'est quelque chose qui ne coûte rien, qui va produire du gaz, donc qui va me rapporter un petit peu. Et puis après je vais avoir le digesta, donc ce qui restera après le processus, qui va me servir, qui est un super engrais au final pour les cultures. On va être plus efficace qu'aujourd'hui mon fumier et mon lisier. D'accord. Même si il faut faire attention, parce qu'il y a une matière organique dedans. Donc il faudra que je maintienne le taux de matière organique de mes sols. Et à côté de ça, effectivement, je vais cultiver du seigle un petit peu comme ça. Mais ce seigle, aujourd'hui, quand je le cultive, je ne sais pas si je vais en avoir besoin. Si c'est une année qui est favorable, avec de bons rendements en maïs et tout, j'en ai pas besoin. Donc ça veut dire que là, si elle mange du seigle d'aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas eu assez de rendement. L'année dernière, Voilà. en 2019 et en 2020, on a subi 2 sécheresses qui étaient quand même très, très prégnantes, bien catastrophiques. Ouais. Donc j'ai cultivé du seigle pour refaire du stock. D'accord. Cette année, on n'est pas du tout dans une année de sécheresse. Pour l'instant, ça se passe très bien. Donc l'an prochain, je vais diminuer ma quantité de seigle. Une fois que le projet de méthanisation sera parti, je ferai du seigle devant tous mes maïs. Et puis j'en garderai une petite partie pour le troupeau. Ouais. Et en fait, globalement, la plupart du temps, j'en aurai beaucoup trop. Et donc la majeure partie ira dans la méthanisation. Et ça ne changera pas grand-chose à ma rotation de culture. Ouais. Au lieu de faire des plantes qui ne servent à rien sur mes sols entre la récolte du blé et les semis de maïs, je fais des plantes qui servent à faire du gaz. Et puis si je suis en galère de nourriture, ça pourra me servir. Mais par contre, le seigle, c'est une culture qui est inratable, qui se cultive facilement et qui ne demande pas beaucoup d'engrais. Et alors, quel est l'intérêt de. Pourquoi tu veux mettre du seigle dans ton digesteur? Parce qu'il faut le nourrir, le digesteur en fait. Le nourrir, oui, voilà, Ouais. les rations de méthanisation, elles fonctionnent très bien quand elles mélangent des effluents d'élevage, donc des fumiers et des lisiers, et aussi des matières végétales. Nous, éleveurs, on va fournir la grosse partie effluents, et par contre, mes collègues céréaliers qui sont dans le groupe, ils vont plus s'occuper de la partie végétale sur le groupe, et puis ça va permettre de trouver des synergies aussi entre nous, de faire des cultures, de s'entraider, de faire des cultures les uns pour les autres. Et c'est aussi en ça, c'est une vraie aventure de groupe. Donc cette unité de méthanisation, c'est comme ça qu'on dit. vous allez la mettre où? En fait, elle va être, on va se tourner, elle va être un petit peu plus loin, là-bas, à peu près 2 km. D'accord. Parce que on exploite 1000 hectares avec nous 8. Et il y a vraiment 500 hectares qui sont surcintrés, des parcelles qui se touchent, et donc on va la mettre au milieu de ces parcelles-là, parce que ça ne sert pas à grand-chose de faire un projet écologique. La méthanisation, en fait, le gaz qui est produit, en tout, il émet 10 fois moins de gaz à effet de serre que le gaz naturel. Donc c'est un vrai projet écologique, et tu te dis, c'est dommage de faire un projet si on doit dépenser beaucoup de transport, et voilà. C'est pour ça qu'on voulait vraiment faire quelque chose de local, en incluant tous les agriculteurs de la commune qui voulaient venir avec nous. Donc c'est pour ça que voilà, le truc il est acintré, et on dit bien, quoi. Et c'est le premier. C'est qui a apporté cette idée? C'est toi qui a eu cette idée? C'est pas spécialement moi qui ai eu l'idée. Moi, c'est quelque chose qui me tentait depuis assez longtemps. Parce que j'ai un copain qui a une méthanisation dans sa ferme depuis 10 ans. Et je trouvais que le principe était super intéressant, super sympa. Mais moi j'ai une ferme qui est beaucoup trop petite parce que c'est des investissements qui sont très importants.
Et il y a 2 ans et demi, j'ai un copain qui me dit ah, en fait, j'ai réfléchi à un projet de méthanisation, est-ce que ça t'intéresse? Et je dis bah oui, tu me mets dans la boucle, et puis voilà. Et c'est un petit peu comme ça que ça s'est fait, que le groupe s'est créé, et puis que maintenant le groupe il est figé depuis 1 an et demi. D'accord. Et la première motivation, c'était pour l'écologie, justement, enfin, La première motivation, en fait, il y en a plusieurs des motivations. Moi, c'était le côté technique et intéressant au nouveau projet qui me passionnait. Et après, pour mes collègues céréaliers, c'était plus le côté agronomique du truc qui était intéressant, parce qu'ici, on fait que en céréales, à peu de choses près, on fait que 3 cultures, du blé, de l'orge et du colza. Et qu'en fait, c'est des cultures qui reviennent trop souvent dans les rotations. Et avec des problèmes de mauvaises herbes, de maladies sur les céréales et autres qui sont de plus en plus embêtants, et une utilisation trop fréquente des pesticides. Et donc d'introduire des cultures qui vont avoir un autre débouché, un débouché stable et sûr, c'était très intéressant pour les collègues. Donc c'était ça qui les motivait au départ. Et quand on fait les estimations, au final, en produits phytosanitaires, on va baisser d'à peu près 25%, et en consommation d'engrais chimiques aussi. Donc pour les fermes, c'est un nouvel atelier qui va être rémunérateur, sinon on ne le ferait pas. Mais aussi, ça va nous rendre moins dépendants des fluctuations de matières premières, et avoir des fermes qui sont plus écologiques. Et pour te donner un exemple, en fait, corrélé à ce projet de méthanisation, il va y avoir 2 installations en bio, des gens qui vont passer en bio. Parce que le Digesta, c'est un excellent engrais qui va être homologué en bio si on respecte les règles du bio. D'accord. Donc sur le sol, parce que les plantes, elles vont servir pour le méthaniseur. Ouais. Mais en fait, c'est des plantes qui vont être cultivées à d'autres périodes que le blé, l'orge et le colza. Ouais. Et donc, la facilité de détruire la mauvaise herbe, elle va être grande. Par exemple, quand tu fais un seigle, il va aussi y avoir les mauvaises herbes qui vont pousser dedans. Ouais. Mais qu'en fait, comme tout ce seigle et ces mauvaises herbes, tu vas les mettre dans le méthaniseur. Après, tout sera stérilisé, il n'y aura plus de mauvaises graines qui vont pousser derrière. Oui, d'accord, ok. Et après, c'est aussi la possibilité d'utiliser les déchets. Ouais. On va travailler avec des paysagistes qui font de la tonte chez les particuliers, tous leurs déchets de tonte qui vont nous les amener à nous. Et eux, ça les arrange parce qu'ils n'auront plus à gérer ce problème-là. Ça va produire de l'énergie, puis ils vont récupérer probablement du Digesta solide, en fait un super engrais qui ressemble à du terreau, en compensation. Et tout le monde va être gagnant-gagnant. Donc il va y avoir ça. Et puis aujourd'hui, on n'en est qu'au début des partenariats avec les déchets qui sont méthanisables. La cerise, t'as le look qu'il faut, nickel, parce que tu vas quand même pas partir d'ici sans aller voir la traite. Ah non. Et je viens d'entendre que Marianne a démarré, donc... On y va? Ouais, tu vas aller te faire une vache. Bah oui. On leur a mis d'abord un petit savon nettoyant. Et puis tu vas prendre chaque crayon. Voilà. Tu vas prendre chaque crayon, tu vas nettoyer. Du coup, elle allait un peu autour. Après, on la vide là. Tu soulèves, tu déclenches l'aspiration. Je vais
capteur là D'accord. qui détecte quand il n'y a plus de lait, quand la vache donne plus de lait. Et donc en fait, ça coupe l'aspiration et ça s'en va tout seul. D'accord. Et après, elles vont laisser la place à d'autres qui... Voilà. Celles qui sont là, elles sont presque toutes finies. D'accord. On va leur mettre un produit. Tiens, on va y aller. Voilà, on leur met un produit désinfectant sur la mamelle. Et puis, tu peux essayer sur celle d'après. Voilà, super. Et bah du coup, ça va être la fin de cette vidéo et je t'ai emmené ici dans cette allée qui est magnifique, qui date du XVIe siècle. Parce que voilà, c'est un lieu chargé d'histoire ici et je fais partie de cette histoire. Et en tout cas, je suis super content de ta venue, de répondre à toutes tes questions et avec énormément de curiosité. Bah, merci à toi, c'était très clair en tout cas, toutes tes réponses, vraiment très belle rencontre. C'était vraiment une chouette expérience, c'était cool. Et donc, de notre côté, Groupama va aussi faire une vidéo sur la venue de cerises à la ferme et sur la chaîne de Groupama. Je vous mets voilà, sur ce côté-là le lien pour aller sur la vidéo de Groupama. Et n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner, ça c'est comme d'habitude. Et aussi à mettre un petit message en commentaire et on répondra sans aucun souci. C'est donc la fin de cette vidéo et moi je vous dis à la prochaine. Pour de nouvelles aventures. Allez, salut. Au revoir.